La crise sanitaire, quelques mots en introduction. La crise sanitaire constitue donc un choc économique sans précédent en période de paix pour l'économie française, et pas que pour l'économie française d'ailleurs, avec, pour ce qui concerne la France, un recul de l'activité de 8,3% en 2020. Il faut remonter à 1942 pour trouver une baisse plus marquée du PIB. Mes chers collègues, merci. L'attrition des recettes qui en résultent et les mesures de soutien et de relance adoptées pour soutenir notre tissu productif vont aboutir qui est prévu ainsi à l'issue de l'exercice 2021, d'après le scénario gouvernemental, contre 98,1% en 2019. Mais ce surcroît d'endettement a jusqu'à présent été émis à taux négatif et racheté sur les marchés secondaires par la Banque de France, si bien que le Fonds monétaire international prévoit que la charge de la dette française devrait paradoxalement continuer de reculer l'an prochain. Elle atteindrait ainsi 1,2% en 2021, soit 2 fois moins qu'en 2007. Dans ce contexte si particulier, certains la fin du quoi qu'il en coûte. Certaines idées plus originales ont également été formulées dans le débat public. Il me semble important qu'elles soient débattues devant les parlementaires. Et ce d'autant plus qu'en quelques années, des politiques qui avaient pu être présentées à l'époque comme indiscutables sont maintenant largement critiquées. Par exemple, les mesures qui ont été prises après 2008, de résorption rapide des déficits, de politiques budgétaires restrictives, d'appels massifs à l'impôt, par exemple. Si on se ramène à la réflexion qui était le mainstream de 2009, on était sur ces politiques-là. Aujourd'hui, elles sont très largement contestées et plus que ça, elles n'ont surtout pas été remises en œuvre. On peut le constater. Certains, d'ailleurs, voudraient que ce débat sur la dette, finalement, soit un peu abandonné pour traiter davantage l'idée de comment on utilise les ressources nouvelles. Et ce débat est tout à fait utile. C'est-à-dire qu'effectivement, une des questions qui est devant nous, c'est quand on fait un plan de relance, que ce plan de relance touche bien ses objectifs et remplisse bien les fonctions qui sont d'améliorer finalement l'économie française à la sortie de la crise. Pour autant, évidemment, on ne peut pas ne pas avoir un débat ici au Parlement sur la dette elle-même. D'abord parce que c'est un débat qui est un débat aujourd'hui très largement public. C'est-à-dire que les Français, très logiquement, s'interrogent. Et ils s'interrogent pourquoi ? Parce que ça fait changement d'orientation et ça ne serait plus la priorité. On comprend bien que les Français ont du mal à suivre cette logique et cette compréhension. Donc il est important que ce débat, effectivement, ait lieu. Et deuxième sujet, c'est que, évidemment, la politique monétaire influence terriblement la politique budgétaire. Et nous, au Parlement, nous votons le budget. Et donc, en fonction de la façon dont nous traiterons la question de la dette, évidemment, les questions de politique budgétaire seront traitées de manière plus ou moins différente. Et le fait que certains déjà donnent des réponses de nature budgétaire en disant qu'il faut faire telle ou telle réforme, peut-être qu'ils ont raison, ce n'est pas le sujet, mais en tout cas ils commencent à donner des réponses, amène obligatoirement à avoir ce débat. Donc cette table ronde d'aujourd'hui, elle va être un élément utile, je l'espère, en tout cas j'en suis même sûr, pour partager déjà un certain nombre d'éléments sur cette question. Et je crois qu'il faudrait éviter ce qui se trouve aujourd'hui dans la presse, c'est-à-dire avoir des affirmations qui soient trop brutales, qui sont de nature, ça c'est ridicule, ça, on voit de tout aujourd'hui. Dans le débat entre économistes, par exemple, il n'est pas très plaisant. On va dire, étonnamment, généralement, il y a un respect un peu plus grand. Là, il y a des positions qui sont considérées comme hétérodoxes, comme sans sens, etc. Je crois que ce que nous attendons aujourd'hui ce matin, c'est d'avoir dans le plus profond respect, mais j'en suis sûr que ce sera le sens de ce débat, que nous ayons un débat qui nous enrichisse tous sur les tenants et les aboutissants de cette question. Nous avons pu réunir, et je les en remercie, un panel
extrêmement intéressants et avec des points de vue différenciés, au moins tels qu'ils sont, justement, ils ont pu apparaître dans le débat public, avec d'abord les services de l'État qui sont représentés, une double représentation, mais je leur demanderai du coup de se partager la parole, avec d'abord Mme Amélie Verdier, directrice du budget, que je salue, qui est en présentiel, M. Anthony Requin, qui est le directeur général de l'agence France Trésor, qui nous a rejoints récemment pour cette audition. Et nous sommes très heureux de l'avoir parce qu'il y a beaucoup d'éléments sur finalement la façon aussi dont cette dette se constitue. Et l'agence France Trésor nous aidera à mieux comprendre ceci, en particulier sur les questions de maturité de la dette, sur les questions liées au taux, etc., à la façon dont l'avenir est envisagé par l'agence France Trésor, qui est donc en visio. Monsieur Olivier Blanchard, qui est maintenant économiste au Peterson Institute, mais que nous avons surtout connu comme ancien chef économiste du FMI, et que je remercie lui aussi d'être en visio avec nous. Monsieur François Ecal, qui est ici, président de l'association Finances publiques et économie, que nous connaissions bien dans ses anciennes fonctions à la Cour. Madame Jésabelle Coupé-Soubéran, qui est professeure à l'École d'économie de Paris, maître de conférence à l'Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne, qui nous rejoindra dans quelques minutes également, puisqu'elle ne pouvait pas être tout de suite au départ, par visioconférence. Donc, 2 invités en présentiel, 3 en visio. Je vous rappelle évidemment que cette audition est retransmise en direct sur le site internet du Sénat. Je voudrais vous indiquer un peu, étant donné que nous avons 5 invités et une durée qui est toujours un peu la même, autour de 2 heures. Peut-être on poussera un peu, mais voilà, mais enfin autour de 2 heures, que nous sommes nombreux ici en présentiel. Je vous en remercie, mes chers collègues de la Commission, et que les autres sont en visio, j'en suis sûr, parce que ce débat intéresse vraiment très largement toute la Commission des finances. Donc, une petite règle. On va donner aux 2 représentants de l'État un total de 15 minutes. Madame Verdier, vous passez en premier, donc vous réglez le temps du second, si je puis dire. Donc, un total de 15 minutes. Chacun des intervenants, 10 minutes. Et ensuite, nous viendrons vers nos questions. Et pour rester dans le temps, vous le savez, et comme je pense qu'à peu près tout le monde va vouloir rentrer dans ce débat, ça nous oblige à avoir toujours des temps d'intervention courts et portant moins sur le commentaire que sur vraiment l'apport au débat, si cela, évidemment, est possible pour nous tous. Voilà, mes chers collègues, ce que je voulais vous dire en introduction. Et donc, nous démarrons tout de suite en cédant. Donc, je cède la parole à Madame Amélie Verdier, qui va nous faire un propos liminaire, je pense, sur la situation des finances publiques vue par elle et la stratégie du gouvernement pour assurer la soutenabilité de la dette. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur général, Mesdames et Messieurs les sénateurs. D'abord, merci de cette invitation sur un thème, effectivement, beaucoup dans l'actualité. Bien sûr, d'abord, vous m'avez invité à la brièveté, donc je vais essayer de m'y tenir et je vais essayer surtout d'avoir un propos introductif, un peu de mise en perspective et pas de commentaires de l'actualité la plus brûlante. En introduction, juste simplement quelques rappels. Quand on parle de la soutenabilité de la dette publique, il s'agit bien de la dette brute, c'est-à-dire qu'on ne tient pas compte des créances éventuelles que les acteurs publics peuvent avoir sur des tiers. Il s'agit de la dette de l'ensemble des acteurs publics. Elle est essentiellement portée par l'État, mais la dette publique consolide également la dette portée par des organismes de sécurité sociale, par l'UNEDIC, par les collectivités locales. Et c'est une dette qu'on mesure de manière harmonisée en comptabilité nationale, une comptabilité à logique économique pour faire court. Premièrement, et je pense que c'est clair ici dans l'esprit de tous, mais Anthony Requin complétera, la question n'est bien sûr pas de savoir, quand on s'interroge sur la soutenabilité de la dette publique, c'est un risque à court terme.
sur la capacité de la France à faire face à ces échéances. Et il est important aussi de le redire devant votre commission ce matin. La question posée est bien celle de la soutenabilité, c'est-à-dire notre capacité à faire face durablement à la fois aux échéances de remboursement du capital et au paiement de la charge d'intérêt sans effet d'éviction sur le financement des politiques publiques, bien sûr, qui nous préoccupent. Alors, vous avez, Monsieur le Président, rappelé en introduction le paradoxe, en quelque sorte, de l'année 2020, avec un déficit budgétaire, pour commencer par l'État, qui a été presque multiplié par 2 par rapport à la loi de finances initiale, s'achevant à 178,2 milliards de déficit. Un déficit public, toutes administrations publiques, donc, qui est passé d'une prévision de 2,2% du PIB en loi de finances initiale à une exécution que nous connaîtrons fin mars. J'y reviendrai. La dernière prévision du gouvernement était à 11,3% de déficit. C'est considérable. On n'avait jamais vu une telle dégradation en un an. Comme cela a été indiqué, il est probable que le résultat, je n'ose pas dire, soit meilleur, mais un peu moins mauvais, disons, compte tenu des chiffres d'estimation de la croissance que vous avez cités. Et puis, dans le même temps, voilà, la charge de la dette, en fait, a baissé. A baissé non seulement en poids de la richesse nationale, mais en valeur. Sur le seul champ de l'État, elle est passée de 38,5 milliards en loi de finances initiale à 36,2 en exécuté. Bref, on a moins payé d'intérêts du fait de taux d'intérêt négatifs. Ça appelle effectivement à poser les questions que vous avez rappelées, évidemment, sur s'il faut s'inquiéter ou au contraire se dire qu'il y a de la marge, si je me permets de résumer un peu trivialement les propos. Alors, comment est-ce qu'on mesure la soutenabilité de la dette publique ? Traditionnellement, on la mesure en rapportant le stock de la dette au niveau de la richesse produite en une année, le PIB. Alors, bien sûr, on peut dire que c'est contestable parce que personne ne nous demande de rembourser la totalité du stock de la dette en une année. Il faut simplement se dire que c'est une mesure de la contrainte qui pèse en fait sur l'économie du pays, que ça a l'avantage d'être un indicateur qui est disponible, si je puis me permettre, dans le temps et dans l'espace de manière simple, ce qui nous permet donc de nous comparer à la fois, encore une fois, une situation quelques années en arrière et surtout à d'autres États. Il n'y a pas de niveau objectif dans la littérature, je crois, sur un seuil à partir duquel on aurait un problème de soutenabilité, et c'est important qu'on l'explicite. Nous avons en revanche des disciplines qui sont calées dans le cadre européen, appréciées avec une certaine souplesse avant la suspension de ces règles communes au printemps dernier. Alors, la théorie nous dit qu'il faut s'inquiéter lorsque le taux d'intérêt réel de la dette devient supérieur au taux de croissance de l'économie, enclenchant l'effet boule de neige. On peut dire qu'on en est loin. Mais le taux supporté par la dette française est influencé par beaucoup de facteurs. Mon collègue Anthony Requin en exposera certains. Nul doute que les autres invités de ce panel pourront mieux que moi parler de la politique monétaire et du contexte d'inflation. Donc je vais me concentrer plutôt sur ce qui influe aussi sur la soutenabilité de la dette publique, c'est-à-dire bien la stratégie de finances publiques générales. Et à titre d'introduction, je vais me contenter de 3 points généraux. Premier point, un élément clé de la confiance qu'il faut donner aux entités qui achètent la dette française sur les marchés, pour leur donner confiance, c'est d'être transparent sur notre situation financière. Je voudrais insister sur le fait que la France est d'une part plutôt bien notée en la matière et d'autre part s'est dotée de règles, de disciplines générales pour mesurer et modérer l'endettement, avec un succès qu'on va qualifier de relatif, j'y reviendrai. Tout d'abord, la France est un État, et je pense que c'est important de le souligner devant votre commission, qui est très transparente sur sa situation. Je ne vais pas refaire tous les éléments. La France publie son niveau de dette publique tous les trimestres. Elle publie mensuellement une situation budgétaire du budget de l'État. Elle publie à échéance régulière et annoncée à l'avance ses comptes. L'appréciation du déficit et de la dette publique est réalisée par l'INSEE de manière indépendante et confirmée par ailleurs dans la durée.
Deuxième point, la France, étant membre de la zone euro, soumet sa situation à ses collègues. Et c'est aussi un élément important. Il y a une appréciation qui est faite par des tiers de sa situation, une appréciation technique par les services de la Commission et puis plus politique au sein du Conseil. Je pense qu'il faut aussi se rendre compte de la force que cela donne aussi en fait à l'appréciation de la situation française. Troisième point, l'État, qui concentre donc l'essentiel de la dette publique, produit chaque année des comptes qui sont certifiés par la Cour des comptes, avec des réserves, c'est vrai, mais globalement quand même certifiés. Peut-être je me permets de dire que la lecture du projet de loi de règlement et du compte général de l'État sera évidemment particulièrement intéressante cette année pour éclairer, au-delà de l'exécution du solde en comptabilité budgétaire, au-delà du chiffre de déficit public en comptabilité nationale, d'avoir en comptabilité générale non seulement la photo, si je puis dire, des comptes à fin 2020, mais aussi l'ombre portée de la crise qui se verra dans les provisions et les engagements hors bilan qui seront bien sûr avec une variation plus importante que les années passées, reflétant les risques qui pèsent sur nos qui ont ce niveau de transparence et d'appréciation, sachant que, je le dis aussi avec beaucoup d'humilité, on est dans une situation d'incertitude, notamment sur ces questions de sinistralité, par exemple pour les garanties. Mais c'est l'occasion de rappeler qu'effectivement, on a une crise qui a appelé des mesures à plusieurs étages, si je puis dire, un certain nombre de mesures qui ont un effet immédiat sur le déficit public, financé par l'augmentation de la dette, des mesures qui ont eu un impact en dette publique sans impact a priori sur le déficit public en comptabilité nationale, notamment celle de prise de participation avisée, des mesures de trésorerie, c'est-à-dire des délais de paiement qui ont pu être octroyés mais qui vont ensuite, nous l'espérons en tout cas, être honorés, et puis des mesures, je le disais, potentielles. Apporter la garantie de l'État peut ne rien coûter, peut même rapporter puisqu'elle est en général rémunérée, mais doit être mesurée et cela sera vu dans les comptes. Enfin, dernier élément sur la transparence, le gouvernement a souhaité faire appel à une commission indépendante sur l'avenir des finances publiques, confiée à Jean Arthuis, bien connu ici, qui va, dans les prochaines semaines, apporter un éclairage également, à la fois sur la situation de nos finances publiques en général, sur la question de ce matin de soutenabilité de la dette publique et la manière dont on doit construire la stratégie. Deuxième remarque dans cet élément clé de confiance, rappel du fait que la France a des règles sur la dette. Juste rapidement pour les mentionner, la règle d'équilibre de la section de fonctionnement des collectivités locales, qui est une règle protectrice, l'interdiction d'endettement pour les organismes divers d'administration centrale, c'est le vocable en comptabilité nationale, pour l'essentiel les opérateurs de l'État, ce qui est, à mon avis, une excellente règle pour éviter la dette cachée et le fait de faire porter par des tiers une dette qui devrait revenir à l'État. L'État apporte sa garantie à l'UNEDIC, qui porte une dette substantielle, bien sûr, et la dette de la sécurité sociale est encadrée. Je ne reviens pas, ceci est bien connu. Un rapport de la Cour des comptes qui avait été demandé par le Sénat, je crois d'ailleurs, sur la soutenabilité de la dette publique, qui avait été rendu en début 2019, à la fois, je crois, largement soulignait l'intérêt de toutes ces règles et pointait le risque qu'il pouvait y avoir à aller vers plus de fragmentation de la dette. Ma deuxième remarque générale dans cette introduction sera de rappeler que la soutenabilité de la dette française s'apprécie dans une zone monétaire, bien sûr, qui est la zone euro. Nous avons donc des règles communes en matière de politique budgétaire et une soutenabilité de la dette française qui dépend évidemment à la fois de la stratégie de finances publiques française, de la qualité moyenne, si je puis dire, des stratégies de finances publiques de l'ensemble des membres et aussi de la position relative de la France par rapport aux autres États membres. Alors, on veut juste rappeler, je suis allé vite parce que c'était pour mémoire, on a bien sûr remis ici l'évolution du ratio du stock de dette sur le PIB. Voilà, on a remis depuis 1978. Il s'agit simplement de rappeler, au-delà des chiffres, qu'il y a une tendance claire à l'accumulation de la dette et que la question de la soutenabilité, à mon sens, n'est pas l'accroissement de la dette en période de crise, qui est non seulement
normal, mais même sûrement, si ce n'est souhaitable, en tout cas inéluctable, mais bien la difficulté de son reflux quand la croissance est de retour. Et c'est bien une des spécificités françaises quand même, d'avoir une difficulté à faire effectivement refluer la dette, non pas la baisser en euros, hein, mais en poids dans la richesse nationale sur le moyen terme. Je voulais insister sur cette importance de l'appartenance à la zone euro, pas sur la partie de politique monétaire qui sera peut-être développée ensuite, mais sur le fait que cela aussi nous oblige. Je rappelle au passage que la France va être le 3e bénéficiaire du plan de relance de l'Union européenne en montant, en valeur absolue, hein, autour de 40 milliards d'euros, après l'Espagne et l'Italie, que ce plan de relance européen va être financé par de la dette, avant d'être ensuite remboursé par une ressource propre commune sur le principe duquel les chefs d'État se sont mis d'accord. Et donc l'importance d'avoir des règles communes, puisqu'on a un bien commun qui est l'euro, qui nous protège. Il suffit de se rappeler quelle était la situation de la France au début des années 90, quand il y a eu des attaques spéculatives. On voit très bien la différence de situation, alors même que l'augmentation de la dette a été bien supérieure en 2000 que les questions qu'on pouvait avoir à l'époque sur le franc ou notre soutenabilité de dette. Je voulais juste, et c'est le slide suivant, insister de ce point de vue-là sur le fait que... Alors non, c'est pas celui-là, si c'est celui d'après, excusez-moi peut-être. Oui, merci. Sur le fait que la France a quand même affronté la crise dans une situation moins favorable que le reste de la zone euro. Dans ce graphique, vous avez une illustration. Alors oui, pardon, parce qu'en grand, on ne voyait pas les légendes, donc ça n'aide pas. Je m'en excuse. Donc dans ce graphique, vous avez une trajectoire des soldes primaires publics, c'est-à-dire des déficits publics avant prise en compte de la charge d'intérêt de la dette. Une trajectoire qui est donc ici sur la zone euro hors France, qui est en gris clair. La France est en bleu, en trait plein. L'Allemagne, je dirais que c'est facile de retrouver, hein. C'est celle qui est en excédent, en rouge tout en haut. L'Espagne est en orange, l'Italie en vert et la Belgique en violet. Ce graphique montre à la fois que la France avait clairement amélioré sa situation depuis, on le voit à partir de 2017 nettement, je ne vais pas refaire tout le commentaire de la trajectoire, avec une réduction du déficit primaire. Et d'ailleurs, je le montrais sur la première page, un début de reflux du poids de la dette publique dans la richesse nationale, mais je voulais insister sur le fait qu'elle n'était pas très en avance de la réduction de ce solde primaire, puisqu'elle était en fait, avec l'Espagne, le dernier pays qui n'était pas revenu en situation d'excédent primaire, c'est-à-dire avant paiement de la charge de la dette. Et ma dernière remarque sera aussi tout simplement pour dire que la soutenabilité de la dette doit s'apprécier à moyen terme comme un test de notre capacité à financer nos politiques publiques. L'objectif de la politique budgétaire en 2020 et très largement en 2021, c'est d'abord le soutien à la croissance, à l'offre, à la demande, à la confiance globale dans l'économie, bref, à un soutien global à l'économie. À moyen terme, bien sûr, ce n'est pas le seul, ni même peut-être le premier objectif de la politique budgétaire, qui est d'abord de financer des politiques publiques efficaces et d'être capable de le faire, encore une fois, en ayant des marges d'action. Alors si on revient à la page précédente, excusez-moi, je voulais juste terminer mon propos en illustrant ce que représente la charge de la dette dans le budget de l'État en 2021. Donc la charge de la dette estimée en LFI 2021 s'élève à 36,8 milliards d'euros. Et pour fixer les idées, le graphique, alors là vous ne voyez pas en entier, mais quand vous le verrez en entier en bas, en fait, il porte sur la totalité de la dépense de l'État, ce qu'on appelle dans notre jargon l'objectif de dépense totale, c'est-à-dire y compris les concours aux collectivités locales, à l'Union européenne, aux contributions de pension. Et sur cette somme totale qui approche les 500 milliards, 495,1 milliards d'euros en LFI 2021, on les a classés de manière décroissante. Donc tout en bas, vous avez les contributions pension à 58,7 milliards d'euros. Ensuite, quand même, vous avez la mission enseignement scolaire. Voilà, je ne vais pas tous les commenter. En orange entouré, vous avez le poids de la charge de la dette. Et donc simplement, c'était pour rappeler que
voilà, cette année, on peut, même si c'est un petit peu moins que prévu, la charge de la dette, elle est supérieure aux moyens qui sont alloués à la recherche et à l'enseignement supérieur ou au crédit de paiement anticipé sur la mission plan de relance de l'économie. Ainsi, notre enjeu aussi, pour convaincre d'acheter de la dette française, est bien de convaincre de l'efficacité et de la performance de la dépense, ainsi en sortie de crise. La nécessité sera bien sûr de planifier des efforts de réduction de déficit dans le temps, d'avoir une stratégie pluriannuelle pour se donner de la visibilité, tenant compte des contraintes. Et si vous me permettez de ce résumé, de non pas complètement sortir de la macro, mais de ne plus faire que de la macro et de regarder bien dans le détail l'efficacité de la dépense publique, parce que le meilleur gage de la soutenabilité de la dette, c'est bien cette efficacité-là. De ce point de vue, et je conclus, je pense que ce débat sur la soutenabilité au Parlement, et en l'espèce au Sénat, est une excellente chose. Il avait été recommandé par la Cour des comptes dans le rapport que j'ai cité tout à l'heure. Je crois que c'est également une recommandation de la MILOLF à l'Assemblée nationale et du coup je suis bien sûr ensuite à votre disposition pour les questions. Merci. Merci Madame Verdier pour cet exposé très complet. Je vais maintenant donner la parole à Anthony Requin en lui disant qu'il dispose exactement de moins 5 minutes. Mais évidemment on va lui donner du temps pour exposer la politique France Trésor dans ce contexte. Monsieur Requin. En mettant votre micro. Micro. Là, on ne vous entend pas. On va trouver. Peut-être. Ça arrive. Marche toujours pas. Tout à l'heure, vous étiez en ligne, ça a fonctionné. Est-ce que vous pouvez peut-être nous quitter et revenir pour essayer? Quelquefois, ça, l'informatique. Voilà. C'est bon. Vous m'entendez là? Oui, très bien. Vous m'entendez très bien. Donc, merci beaucoup, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur général, Mesdames, Messieurs les sénateurs. Vous nous invitez à réfléchir sur la notion de soutenabilité de la dette d'un État. Et donc, moi, je vais m'efforcer, du point de vue d'un modeste praticien de la gestion de la dette, de vous donner ma vision. La soutenabilité de la dette d'un État, c'est un jugement, c'est un sentiment. C'est un jugement que chacun peut porter et qui est assis sur un faisceau d'indices basé sur l'observation de l'évolution de la comparaison de divers ratios de finances publiques en tenant compte de l'environnement de marché de taux donné. Et c'est également un sentiment, particulièrement un sentiment de marché qui se constate chaque fois que vous devez aller emprunter sur les marchés de capitaux. Alors je dis basé sur différents ratios de finances publiques parce qu'il n'existe pas un seul étalon-mètre et surtout n'existe pas une seule jauge. Les indicateurs les plus fréquemment regardés, notamment par les agences de notation, sont d'abord le ratio dette sur PIB et ensuite le ratio de la charge d'intérêt rapportée aux recettes de l'État. S'agissant du ratio dette sur PIB, bon, là, vous nous avez quittés, malheureusement. C'est les petits soucis toujours des visios. Exercice compliqué. Je laisse quelques secondes, sinon on vous reprendra un peu plus tard. Je ne sais pas si... Bon, on va, si vous voulez bien, on va abandonner M. Requin et on lui redonnera la parole par la suite. Si on a plus de chance avec M. Blanchard, que je ne vois plus. Bonjour madame. J'en profite pour vous saluer. Ah, monsieur Blanchard, est-ce qu'on vous entend? Bonjour. Oui, alors vous entend donc. Je vous entends et vous m'entendez. Oui. Donc je vous donne maintenant la parole sur ce sujet. Merci.
Est-ce qu'on peut montrer la PowerPoint que j'avais préparée? Ça va fonctionner, mais enfin, on va faire un petit partage d'écran, c'est ça? J'essaie d'être technique, vous voyez, je connais rien, mais... Voilà. Parfait. D'abord, je vous remercie beaucoup de m'avoir invité. Dans mes remarques liminaires, j'ai pensé que j'irais directement au but, c'est-à-dire comment est-ce qu'en pratique on peut réfléchir et estimer la soutenabilité de la dette. Et c'est ce que je vais essayer de faire dans les 10 minutes que vous m'avez données. Et pour ce, je vais vous infliger, ce qui ne doit pas être très fréquent au Sénat, 2 équations, et je vous promets qu'elles sont les seules, qui sont les équations de la dynamique de la dette, qui me paraissent absolument essentielles à comprendre pour avoir une discussion précise. Donc l'équation de base, qui sera très probablement familière à certains d'entre vous, est la suivante. Petit d, c'est le rapport de la dette au PIB, et petit s, c'est le rapport de la balance primaire au PIB. R, c'est le taux d'intérêt, G, c'est le taux de croissance de l'économie. Donc, il y a 2 composantes à l'évolution de la dette. La première, c'est bien sûr la balance primaire. Si S est positif, s'il y a un surplus primaire, la dette a tendance à diminuer. C'est pour ça qu'il y a un signe négatif devant S. Et puis, il y a la dynamique de la dette elle-même. La dette elle-même, elle a tendance à croître au taux d'intérêt R. Et l'économie a tendance à croître au taux d'intérêt G. Et donc, c'est le rapport des 2 qui détermine cette partie de la dynamique de la dette. La question, on peut ramener en gros l'idée de soutenabilité de la dette à est-ce que la dette risque d'exploser ou est-ce qu'on peut la stabiliser? Donc c'est la 2e équation, et c'est l'équation qui est essentielle, c'est de dire ok, qu'est-ce qu'il faut faire? Quel surplus primaire ou quelle balance primaire faut-il pour maintenir un rapport de dette au PIB constant, donc D égale à D-1 l'année précédente, et ça vous donne cette équation qui est la base de toute la discussion qu'on peut avoir sur les dangers de la dette, la soutenabilité. Bon, on a le même incident. On va finir par croire que c'est le Sénat qui est mal équipé. Bon, Monsieur Blanchard, on vous a perdu, mais je suis un peu inquiet du coup. Je suis un peu inquiet pour Madame Coupé-Soubirant parce qu'elle vient de voir déjà 2 coupures. Il faut décidément de l'investissement public dans le numérique. C'est astucieux, mais ça peut être ailleurs. Mais il y a un problème de faisceau peut-être, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce qu'on espère? On n'espère rien. Bon, écoutez, Monsieur Blanchard, pour l'instant, on va vous aussi vous abandonner. Mais restez avec nous malgré tout. Essayez de vous rebrancher, de vous couper, de vous rebrancher. Peut-être qu'il m'entend, hein. Mais s'il m'entend, c'est cela quelquefois. Et donc on va poursuivre. Alors on va se donner un peu de chance. On va donner à quelqu'un en présentiel d'abord la parole à Monsieur François Ekal. Et donc nous aurons peut-être une chance que le micro ne se coupe pas. Donc Monsieur Ekal, vous avez la parole. Merci Monsieur le Président et merci Mesdames et Messieurs les sénatrices et sénateurs de m'avoir invité à parler de la soutenabilité de la dette publique. Pour moi, la dette publique est soutenable si l'État est en capacité d'honorer ses engagements lorsqu'il contracte un emprunt, à savoir non seulement payer les intérêts, mais aussi et surtout, parce que le montant est beaucoup plus important, à en rembourser le principal. Éventuellement en réempruntant, et dans le cas de la France depuis près de 50 ans, c'est toujours en réempruntant. Le problème, c'est que si les créanciers de l'État ont le sentiment
que celui-ci n'en est pas capable, ils vont demander un taux d'intérêt intégrant une prime de risque de plus en plus forte, ce qui ne fera qu'aggraver le problème et leurs craintes. Et tout ceci peut terminer par le fait qu'ils refusent de prêter, et donc par une crise des finances publiques dont la résolution est toujours très douloureuse. Et donc la question est de savoir dans quelles conditions la dette est soutenable, et le problème c'est qu'on ne peut pas déterminer un seuil d'endettement en pourcentage du PIB au-delà duquel la probabilité d'une telle crise devient très forte. Parce que cela dépend de multiples facteurs, souvent très qualitatifs, variables selon les pays et selon les périodes, comme par exemple tout simplement la crédibilité des politiques publiques. Ce que l'on peut quand même dire, ce que disent les économistes, c'est qu'une condition pour que la dette soit soutenable et que cette confiance soit gardée, c'est qu'on soit capable de garder le contrôle de l'endettement public, d'éviter que celui-ci n'augmente indéfiniment, n'explose. La dette publique peut et doit augmenter dans les périodes de récession, il n'y a aucun problème. Mais après, il faut être capable de montrer qu'on en reprend le contrôle en la stabilisant. Donc les économistes, depuis très longtemps, se sont interrogés sur les conditions de stabilisation de la dette. Lorsque le taux d'intérêt de la dette était supérieur au taux de croissance, le message était très simple. Il fallait dégager un excédent primaire, et un excédent primaire d'autant plus élevé que la dette était elle-même élevée. Et donc, dans ces conditions-là, il ne fallait pas procrastiner et attendre trop longtemps que la dette soit trop élevée, parce que les efforts à faire étaient à ce moment-là beaucoup plus importants. Désormais, nous pouvons penser que pour encore longtemps, le taux d'intérêt de la dette sera inférieur au taux de croissance du PIB. Dans ces cas-là, le message est beaucoup plus compliqué. Parce que le solde primaire qui permet de stabiliser la dette, ça n'est plus un excédent, c'est un déficit primaire. Et un déficit primaire d'autant plus important que la dette est importante. Donc c'est très facile. Une autre façon de le dire, c'est quel que soit le déficit primaire, si vous le maintenez constant, vous arriverez toujours à stabiliser la dette à un certain niveau. Certains économistes en concluent qu'il n'y a plus de problème de soutenabilité de la dette. Elle sera toujours stabilisable à un certain niveau. J'y vois 3 objections. La première objection, c'est qu'aucun économiste ne pourra vous garantir que le taux d'intérêt de la dette restera inférieur au taux de croissance jusqu'à la fin des temps. D'ailleurs, en 2020, ça n'a pas du tout été le cas. Et la dette a explosé. Deuxième objection, quel que soit le déficit primaire, vous pourrez toujours stabiliser la dette, mais éventuellement, vous la stabiliserez à 500% du PIB ou à 700% du PIB. Or, cette condition de stabilisation de la dette, c'est une condition nécessaire de soutenabilité, mais pas forcément suffisante. Avant d'arriver à la stabiliser à 500% du PIB, nous aurons peut-être des problèmes, un problème de confiance de nos créanciers. Troisième objection, et qui à mon avis est la plus importante. Dans tous ces calculs, dans toutes ces analyses, il y a une hypothèse très forte qui est faite. C'est que le déficit primaire lui-même est stable en pourcentage du PIB, ou que vous êtes capable de le stabiliser. Si vous mettez sur un graphique l'évolution du déficit primaire français depuis 60 ans, c'est-à-dire depuis les débuts de la Ve République, vous allez voir que le déficit primaire de la France, il est sur une pente clairement ascendante. Il n'est pas stable du tout. Dans ces conditions, je pense que l'enjeu en termes de finances publiques pour la France dans les prochaines années, ce n'est pas de savoir quel sera le taux d'intérêt. Faisons l'hypothèse que le taux d'intérêt de la dette il sera nul jusqu'à la fin des temps. La formule que vous a présentée Olivier Blanchard, on peut la simplifier si on considère que le taux d'intérêt est nul et que la charge d'intérêt est nulle. En fait, pour que la dette soit stabilisée, il faut que le déficit public soit égal au produit de la dette publique par le taux de croissance du PIB. C'est beaucoup plus simple. Et si vous considérez que le taux de croissance du PIB est une donnée, à ce moment-là, il faut stabiliser le déficit. Si le déficit public augmente en pourcentage du PIB continuellement, la dette publique explose. Et donc l'enjeu pour la France dans les prochaines années, ça va être de stabiliser son déficit public.
Il va baisser mécaniquement en 2022, 21, 22, 23, parce qu'il y aura un rebond du PIB et parce que, on peut espérer, les mesures d'urgence et de relance vont disparaître progressivement. Mais après, au-delà de 2024, pour stabiliser le déficit public en pourcentage du PIB, si vous ne voulez pas augmenter continuellement les prélèvements obligatoires, et nous n'avons plus beaucoup de marge de manœuvre pour augmenter le taux des prélèvements obligatoires, il va falloir que les dépenses publiques n'augmentent pas plus vite que le PIB, que la croissance potentielle. Et si vous craignez que la croissance potentielle sera malheureusement ramenée seulement autour de 1-2% à l'issue de la crise, ça veut dire que l'enjeu dans les prochaines années, c'est d'avoir une croissance des dépenses publiques en volume inférieure à 1 ou 1,2%. Nous l'avons fait dans les années 2011-2019, mais ça a été très difficile. Et je ne suis pas du tout sûr qu'on arrivera à le refaire dans les années au-delà de 2004. Alors aujourd'hui, bien sûr, la soutenabilité de la dette, elle est assurée grâce aux interventions de la Banque centrale. Et donc les créanciers de l'État ont totalement confiance dans la dette publique. Mais nous ne pouvons pas considérer que les interventions de la Banque centrale dureront indéfiniment, surtout si la dette publique augmente elle-même indéfiniment. La limite pour toutes les banques centrales, c'est l'inflation. On ne sait pas quelles sont les perspectives d'inflation à court ou moyen terme, mais aucun économiste ne pourra vous garantir que l'inflation ne repartira pas et ne dépassera pas les cibles que se seront fixées les banques centrales, même si on les relève. On ne peut pas exclure cette hypothèse. Et si on ne l'exclut pas, si on pense que ça arrivera, qu'est-ce qui va se passer? La Banque centrale sera obligée, quelle qu'elle soit, de relever ses taux d'intérêt et de réduire son financement de l'économie, y compris ses créances sur l'État. Donc il ne pourra plus faire appel à elle pour se refinancer. Ceci vaut quelles que soient les modalités d'intervention de la Banque centrale. La limite de l'inflation, elle est la même. Que ces interventions se fassent comme aujourd'hui, en rachetant des titres publics sur le marché secondaire, ou qu'elles se fassent en mettant en œuvre les propositions beaucoup plus imaginatives que l'oratrice suivante va vous proposer. La limite est la même. Et donc je pense, en conclusion, que nous n'échapperons pas à une maîtrise des dépenses publiques dans les années à venir. Mais je crains que le travail d'Amélie Verdier soit très difficile. Bien, merci. Je ne vais pas me servir de votre transition, mais on va revenir, puisqu'il est de nouveau en ligne, vers M. Requin. Et alors, je vais dire qu'on considère que c'est plutôt du côté de Bercy qu'il y aurait quelques difficultés. Bien, enfin, c'est peut-être pas Bercy d'ailleurs, mais je ne sais pas dans quel bureau vous êtes. Mais cela étant dit, un problème de Wi-Fi. Alors peut-être simplement, M. Requin, je vais vous proposer que pendant que vous vous exprimez, vous coupiez votre caméra. On ne vous verra pas, mais on vous entendra parce qu'il y a un risque de rupture de faisceau. Il y a un problème de Wi-Fi et de bande passante, si je puis dire. Monsieur Requin, là, on vous entend toujours pas. Ah, on passe au téléphone, je le sens. Non, peut-être pas. Il va brancher sur l'écran. Non. Non. Bien, il dit vous m'entendez. On dit non, mais il ne nous entend pas. Non, là, on ne vous entend pas, toujours. Voilà, il retourne, il change le matériel. Et là, est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. Voilà. Bon, on y arrive. Hein. Ouais. Enfin, Allons-y, je vous en prie. C'est bien bunker. Reprenez. Alors, je vais essayer de reprendre mon propos. Donc, j'étais en train de vous indiquer que le sentiment de soutenabilité, c'était un jugement qui se basait sur un faisceau d'indices de ratios de finances publiques et que les ratios qui étaient observés étaient multiples.
Il y en avait deux en particulier qui qui retiennent l'attention des agences de notation en particulier. C'est le ratio de dette sur PIB pour l'un des deux, et c'est le ratio de charge d'intérêt rapporté aux recettes de l'État pour l'autre. Le ratio de dette sur PIB, Amélie Verdier l'a très bien indiqué dans son introduction. Un ratio qui met en rapport une donnée de stock, la dette, et une donnée de flux, la richesse produite par un pays. C'est un ratio qui a certaines limites, mais il a l'avantage de permettre une comparabilité immédiate entre pays. Et ce qui est clair, c'est qu'il n'existe pas pour un État de seuil universellement valable en tout temps et en tout lieu. On rappellera que la Grèce a fait des fonds en 2012 avec un ratio de dette sur PIB de 170%, l'Argentine en 2000 avec un ratio de 60%, et qu'aujourd'hui le Japon avec un ratio de 216% n'a manifestement aucun problème de soutenabilité et ne fait pas face à la défiance des investisseurs. Donc pas de seuil magique, mais on va dire que basé sur l'histoire économique et financière contemporaine et en fonction du niveau de développement de chaque pays, des seuils de vulnérabilité ont été identifiés par la Banque mondiale et par le FMI, s'agissant en particulier des pays en développement. Mais c'est un indicateur qui est très scruté par les marchés et par les agences de notation. Au-delà du niveau absolu de cet indicateur à l'instant T, c'est la trajectoire qui importe, et trajectoire qui dépend du solde budgétaire primaire du pays, du taux d'intérêt moyen auquel il se finance et de son niveau de croissance. Et une trajectoire ascendante qui serait en constante accélération, je précise que sur ce dernier point, ce n'est pas le cas de la France, c'est un mauvais signal en matière de soutenabilité. L'autre ratio très regardé, c'est celui de la charge d'intérêt rapportée aux recettes de l'État, qui permet de, là pour le coup, rapporter deux indicateurs de flux. L'un, la charge d'intérêt qui dépend du taux d'emprunt du stock de dette accumulé dans le temps, et pour l'autre, les recettes de l'État, qui dépend du consentement à l'impôt d'une société et du niveau d'efficacité de son organisation fiscale. L'évolution dynamique dans le temps de ce ratio va dépendre pour l'un de l'évolution des conditions de taux d'intérêt auxquelles l'État fait face, et pour l'autre, les recettes fiscales de la dynamique de la croissance. Et cet indicateur est intéressant parce qu'il fait ressortir deux variables clés, le taux d'intérêt moyen de la dette et le taux de croissance de l'économie, sur lequel d'autres intervenants sans doute vont s'attarder, notamment, je pense, Olivier Blanchard le fera. Donc aujourd'hui, quelle que soit la métrique que l'on regarde, la dette de la France, elle est soutenable. Sur l'indicateur dette sur PIB, elle se situe à des niveaux comparables à celle du Royaume-Uni et des États-Unis et de l'Espagne. Elle est supérieure à celle de l'Allemagne, mais inférieure à celle de l'Italie et du Japon, pour ne citer que les grandes économies occidentales. Donc, le choc d'endettement de 2020, de ce point de vue-là, n'a pas modifié cette hiérarchie. Sur l'indicateur de charge d'intérêt rapporté aux recettes fiscales, la France est plutôt bien positionnée, avec un ratio de 2,7%. La France était proche de l'Allemagne et des Pays-Bas qui étaient à un niveau de 1,7%, et elle est mieux placée que la Belgique qui est à 3,9%, le Royaume-Uni et l'Espagne qui sont autour de 5,6% et que l'Italie qui est à 7,1%. Donc la France a un ratio, elle, de 2,7% en 2019. Maintenant, si on regarde le rapport entre le coût de la dette et le taux de croissance, on a un coût moyen de la dette qui est en constante diminution, qui se situait fin 2020 à 1,3% et qui est proche de là où différentes institutions internationales voyaient le taux de croissance potentiel de l'économie française avant la crise, c'est-à-dire à peu près à 1,3%. Et ce coût moyen de la dette, d'ailleurs, il continue de diminuer au fur et à mesure que nous roulons notre dette, que nous la refinançons et que nous remplaçons d'anciens emprunts à taux élevés par des emprunts à taux plus faibles. Donc nous ne sommes pas de ce point de vue-là, au vu de ces deux indicateurs, en situation de perte de contrôle de la dynamique de dette, et nous ne sommes pas exposés à une dynamique de boule de neige où la croissance de la dette deviendrait en quelque sorte auto-entretenue. Et je dirais, élément rassurant, tout indique que nous devrions encore bénéficier de cet environnement de taux très favorable pendant quelques années, au vu de l'orientation adoptée par les banques centrales et plus particulièrement par la BCE. Non seulement le coût moyen de notre dette baisse, mais sa maturité moyenne augmente. À plus de 8,2 années, elle est la plus élevée des 4 grandes économies de la zone euro, si on se compare à l'Allemagne, à l'Espagne et à l'Italie, qui sont les seuls pays auxquels nous devons nous comparer en la matière, au vu de la taille de nos programmes de financement respectifs. Donc ça veut dire que nous devrions bénéficier encore pour de longues années de l'effet favorable des conditions d'endettement dont nous bénéficions aujourd'hui. La dette française est donc soutenable et c'est la raison pour laquelle nous bénéficions de la confiance des investisseurs. Je vous ai dit tout à l'heure, c'est à la fois un
un jugement, mais c'est aussi un sentiment. C'est donc un sentiment de marché. Nous bénéficions de la confiance des investisseurs, c'est ce qui se constate chaque semaine à l'occasion de nos opérations de financement. Nous empruntons à des taux extrêmement faibles, même négatifs jusqu'à des maturités de 15 ans aujourd'hui. Et pour la première fois l'année dernière, la France a bénéficié de conditions moyennes de financement sur l'ensemble de l'année à taux négatif 0,3%, moins 0,3% en moyenne sur l'ensemble de l'année. Alors naturellement, nous le devons pour beaucoup à l'action concertée des banques centrales et à leur programme d'assouplissement quantitatif, et singulièrement aux mesures mises en place par la BCE depuis 2015 et renforcées en 2020. Mais il ne faut pas oublier que si nous bénéficions de ce soutien, c'est aussi parce que nous ne pouvons pas compter sur l'effet positif qu'une inflation à 2% par an en moyenne, qui est la cible du mandat de la BCE, à l'effet bénéfique que cette inflation moyenne aurait sur la dynamique de nos recettes publiques. Bénéficiant de la confiance des investisseurs, nous bénéficions par là même d'une extraordinaire flexibilité financière, ce que toutes les agences de notation reconnaissent comme étant un élément positif de crédit de la France. L'État est en mesure de lever des financements de 3 mois à 50 ans dans d'excellentes conditions de liquidité et de sécurité, et nous en apportons la preuve toutes les semaines. Cette crédibilité, cette flexibilité financière, elle nous permet de faire face à des chocs importants, à la mesure de celui auquel nous avons été confrontés l'année dernière, et auquel nous continuons d'être confrontés aujourd'hui, en étant capables de faire face, par exemple, à une hausse sur une année donnée de 50% de la taille de nos besoins de financement. Nous sommes passés en 2020 d'un besoin de financement initial de 230 milliards d'euros environ à 360 milliards d'euros au terme de la loi de finances rectificative numéro 4. Et grâce à la profondeur et à la liquidité des marchés financiers, nous avons pu faire face et augmenter nos emprunts pour mettre en place des plans d'urgence et des plans de relance, protégeant ainsi entreprises et salariés, et donc la capacité de création de richesse de notre économie. Donc la soutenabilité de la dette n'est pas un problème, n'est pas en question et n'est pas un problème aujourd'hui. Et je dirais dès lors, il est inutile d'agiter des chiffons rouges ou des solutions à des problèmes qui n'existent pas et qui risqueraient au contraire de remettre en cause les avantages de financement dont nous bénéficions aujourd'hui. Et ce bénéfice, je le répète, c'est la confiance des investisseurs. La confiance, un actif qui a été patiemment construit depuis, on va dire, plus de 2 siècles, depuis 1797, depuis la dernière fois où la France a connu un état de défaut, c'était la faillite des 2 tiers sous le Directoire. Donc c'est une attitude constante qui a traversé 2 empires et 5 républiques, voilà, basée sur le fait que l'État honore sa signature. L'État honore sa signature. Donc la dette est soutenable aujourd'hui. Alors demain, me direz-vous, il n'y a aucune raison que la soutenabilité de la dette soit un problème demain, pour autant que nous prenions assez rapidement les bonnes orientations. Et quelles seraient ces bonnes orientations? Naturellement, il ne m'appartient pas de les formuler, d'autant qu'une commission présidée par un ancien ministre Jean Arthuis a été chargée d'y réfléchir par le Premier ministre. Mais il y a quelques principes de bon sens qu'on devrait avoir en tête. Par exemple, s'assurer qu'en régime de croisière et à niveau de prélèvement obligatoire constant, importante condition, et à niveau de prélèvement obligatoire constant, la dépense publique, l'ensemble de la dépense publique et de ses composantes, État, collectivité locale, sécurité sociale, peut augmenter, mais n'augmente pas plus rapidement que le rythme de croissance nominale de l'économie. Bon, première règle de bon sens. Deuxième règle de bon sens, privilégier encore peut-être davantage que nous le faisons aujourd'hui les dépenses publiques d'investissement plutôt que les dépenses de fonctionnement, de prestations et d'assistance. Parce que seules les dettes générées par les premières, les dépenses d'investissement, constituent un actif pour les générations futures et peuvent s'autofinancer en générant le supplément de richesse, de PIB qui assurera leur soutenabilité. Le fait est que depuis 30 ans, nous faisons face à un double déficit budgétaire de quelques points de PIB et des comptes extérieurs, la balance des transactions courantes, pour environ 1 point de PIB, un petit peu moins d'1 point de PIB, et que nous, collectivement, nous vivons légèrement au-dessus de nos moyens. Nous devons faire un léger effort pour équilibrer cet ensemble. Un léger effort collectif, je dis bien collectif. Une action graduelle et modérée, mais résolue sur plusieurs années, il n'est pas nécessaire de brusquer les choses, permettrait de réaliser. Mais attention, grâce à la BCE et à la maturité moyenne de notre dette, nous bénéficions d'un horizon de temps de plusieurs années, 5 ans, peut-être plus, pour corriger ces déséquilibres, placer notre trajectoire d'endettement sur un sentier maîtrisé, c'est-à-dire en légère diminution, de manière à recréer des marges d'absorption de choc que nous avons dû utiliser à l'occasion de cette crise. Si nous ne faisons pas cet effort collectif, alors oui, nous risquerions de faire face à des lendemains qui pourraient nous faire déchanter. Merci. Merci beaucoup, monsieur Requin.
propos clairs, si je puis dire. Nous allons, et nous vous en remercions, nous allons maintenant redonner la parole à M. Blanchard en espérant ne pas avoir là aussi de rupture de faisceau. Et donc simplement peut-être M. Blanchard, compte tenu que nous avons du coup progressé dans notre audition, pouvez-vous peut-être venir, je sais que vous avez cette capacité d'adaptabilité, venir compléter les propos qui ont été tenus ou marquer éventuellement peut-être les nuances que vous souhaiteriez apporter à ce débat. M. Blanchard. Pour l'instant, je n'ai pas de son. Voilà. Maintenant, vous avez le son. Pouvez-vous me dire à quel moment j'ai disparu de la circulation? Vous avez disparu en pleine deuxième équation. Ça nous a permis d'ailleurs d'en prendre connaissance et de la comprendre. Ok. En gros, donc je vais donner un résumé beaucoup plus rapide. La dette est soutenable quand on est capable de générer un revenu primaire qui permet de maintenir, de stabiliser la dette. Et le point de ça, c'est que la formule est très simple, la réalité est très compliquée parce que ça dépend de l'incertitude sur ce qui se passera sur les taux d'intérêt, sur les taux de croissance, la capacité à augmenter un surplus primaire en cas de besoin, qui dépend de la forme du gouvernement et de toutes sortes de choses. Donc, ce qui est en dessous des équations sont des exemples simples, mais le point très simple, c'est qu'il faut abandonner l'idée, mais ça d'ailleurs ça a été relayé par les intervenants précédents, qu'un chiffre de 60% pour le rapport dette-PIB est un chiffre magique. C'est un environnement dans lequel il y a beaucoup d'éléments, il faut tenir compte de tous ces éléments. Le point final, quand on fait tout ça, je pense, c'est que la conclusion, c'est qu'en France, la dette est en effet parfaitement soutenable et je suis parfaitement d'accord avec l'intervenant précédent, M. Requin. Donc, je passe là-dessus. L'autre point sur lequel je voudrais insister, c'est donc quelles sont les implications pour la politique budgétaire en France dans les années qui viennent. Il me semble que là, il y a deux parties. La première, c'est tant que le Covid est là, il faut absolument pas éviter à dépenser tout ce qu'on peut sur ce qui est santé et protection des chômeurs, des gens qui ont perdu un boulot, au moins temporairement, des entreprises qui sont en difficulté à cause du Covid. On a un espace fiscal suffisant, même si on a une répétition en 2021 de ce qui s'est passé en 2020, et même si on a une répétition en 2022. Au-delà de ça, bien sûr, on est dans un univers différent, et si on en est là, il y aura d'autres problèmes que le budget. Mais disons qu'on se place après Covid, et la question c'est quel signal envoyer, parce que les chiffres et les graphes qui ont été montrés par les intervenants précédents sont frappants. La dette française a augmenté régulièrement au cours du temps depuis le milieu des années 70, sans très bonne raison. Et donc, on voit assez mal pourquoi on devrait continuer à lui permettre d'augmenter et on devrait essayer de la diminuer doucement. Le problème de ce qu'on appelle l'austérité budgétaire, c'est que quand on fait une austérité budgétaire, quand on réduit les déficits, on a un effet sur la demande. En général, ce qui se passe, c'est que l'autorité monétaire peut aider à contrebalancer en ayant une politique monétaire plus souple. On est dans une situation pour le moment, et on y sera probablement encore, où la politique monétaire n'a quasiment pas de marge. Et donc, on risque de se trouver après Covid dans un environnement qui est le même que celui où on était avant Covid, où la Banque centrale ne peut pas faire grand-chose. La demande privée est frileuse. Elle était avant Covid, elle risque de l'être encore plus après. Et à ce moment-là, le seul moyen qu'on a d'augmenter la demande et donc de diminuer le chômage, de retourner à la production potentielle, c'est les déficits. Et donc, il y a une hypothèse où on est obligé de faire des déficits même après Covid. Et c'est là qu'il va falloir beaucoup réfléchir. Si on en arrive là, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'on peut s'offrir des déficits pendant un certain temps, mais probablement pas pour toujours. La conclusion, c'est que promettre que dès que la crise Covid est terminée, on va diminuer la dette est un engagement que je ne voudrais pas prendre. J'espère qu'on pourra le faire, mais ça me paraît dangereux de s'y commettre.
Et donc, il faut garder une certaine flexibilité. L'exemple du Japon qui a été donné par M. Requin est très bon. C'est que le Japon s'est retrouvé dans cette situation depuis 25 ans. Et la solution qu'ils ont adoptée, c'est une augmentation des déficits, avec une énorme augmentation de la dette. Est-ce qu'on veut faire la même chose? J'en suis pas certain. Mais comment faire autrement? Je m'arrêterai là. J'espère que je n'ai pas été coupé cette fois-ci. Et je pense qu'on retournera à ces sujets plus tard. Voilà. Très bien. Merci beaucoup de votre rapport, et surtout sur la partie d'ailleurs conclusive qui était moins commune ou différenciée, on va dire, de celle que nous avions entendue, un petit peu différente. Et nous allons terminer, mais c'est parce que vous arriviez en retard, madame, par madame Jésabel Coupé-Soubeyran, qui est professeure à l'École d'économie de Paris, qui va évoquer le même sujet en tenant compte évidemment des propos précédents, et peut-être aussi en venant sur un des sujets qui a été peu abordé, finalement, c'est en quoi, et d'ailleurs ça reviendra en question, et peut-être chacun des intervenants aura à dire son mot, en quoi le portage de la BCE, autrement dit la dette portée par la Banque de France pour le compte de la BCE, est-elle différente ou pas des autres dettes. Donc à un moment donné, ça serait intéressant de vous entendre là-dessus. Je vous donne la parole, madame, en vous remerciant encore une fois d'être avec nous et en espérant que vous ne serez pas coupée. Merci beaucoup de votre invitation et désolé de n'avoir pu vous rejoindre donc avec un peu de retard. Je remercie finalement les petits problèmes techniques qui ont permis de diluer mon retard. J'ai été très intéressée par les interventions précédentes, et au fond, j'en déduis que la dette ne sera soutenable que si nous n'approfondissons pas les plans de relance actuels. Or, cet approfondissement apparaît assez largement indispensable. Donc, j'aimerais bien, si vous voulez, dans mon propos, essayer de revenir un peu sur ce point-là, parce que vous nous dites la dette est soutenable aujourd'hui, mais au fond, elle ne le sera demain que si nous réduisons les dépenses publiques, que si nous stabilisons les dépenses publiques. Si nous stabilisons les dépenses publiques, alors ça signifie que nous ne pourrons pas augmenter l'investissement public comme nous en avons besoin, et auquel cas, on bute sur un problème. Alors, j'avais envie pour démarrer mon propos, en fait, de repartir en effet de la dynamique de la dette. La dette contractée pour gérer la crise sanitaire vient s'ajouter à un encours de dette accru par la gestion de la crise financière. Et au fond, la question fondamentale, me semble-t-il, c'est est-ce qu'on pourra encore à l'avenir, par la dette, prévenir la crise climatique, que cette crise sanitaire ne fait peut-être que préfigurer. Alors moi, je suis tout à fait d'accord pour dire qu'il faut prendre garde à la dynamique haussière de la dette, et simplement parce que les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. Ce sont les enseignements de la macroéconomie financière. Alors, il y a des travaux très intéressants qui sont consacrés à l'instabilité financière, qui sont assez clairs en ce qui concerne la dette privée. Elle ne peut pas augmenter indéfiniment, et elle passe nécessairement par des points de retournement qui sont des moments de crise financière. Alors peut-être que ces travaux ne sont pas exactement transposables à la dette publique, parce que l'État n'est pas un emprunteur comme les autres. Il est immortel et il fait rouler sa dette. D'accord ? Expression que nous entendons très souvent en ce moment. Est-ce que cela l'immunise pour autant contre une crise de la dette ? La réponse est non. Et la zone euro en a fait l'expérience lors de la crise des dettes souveraines entre 2010 et 2012. La crise financière a été, on le sait, une crise de la dette privée, mais précisément dans le cas de la zone euro, elle a aussi débouché sur une crise des dettes souveraines. Et qu'est-ce qui aujourd'hui permet d'éloigner ce spectre d'un retour d'une crise de dette souveraine ? Bien, malheureusement,
ce n'est pas la volonté de partager, de mutualiser les 19 risques souverains de la zone euro. Nous sommes encore très très loin de l'union budgétaire. Et donc, que se passe-t-il en fait dans une union monétaire comme l'est la zone euro sans union budgétaire? Eh bien, ce sont les rachats d'actifs de la Banque centrale européenne sur lesquels vous m'interrogiez. Ce sont ces rachats d'actifs de la Banque centrale européenne qui permettent de maintenir les taux souverains de la zone euro au plus bas et de fermer les écarts entre ces taux souverains. Sans cela, que se passerait-il? Eh bien, les taux souverains de la zone euro pourraient remonter, s'écarter. Je crois vraiment qu'il ne faut pas sous-estimer le rôle de la Banque centrale européenne dans le niveau des taux d'intérêt de long terme. Les taux sont bas, certes parce que l'épargne est surabondante, parce que la population est vieillissante, ce sont des facteurs structurels. Mais les taux sont bas aussi et surtout parce que les banques centrales du monde entier et la Banque centrale européenne en particulier ont considérablement accru l'offre de fonds prêtables avec leur programme d'achat d'actifs. Et si demain, la Banque centrale européenne décidait de réduire son programme ou simplement faisait une petite annonce malencontreuse à ce sujet, que se passerait-il? Eh bien, les taux souverains de la zone euro remonteraient et s'écarteraient. Et donc, assurément, elle ne le peut absolument pas. Elle ne peut pas se permettre cela. Et pour autant, est-ce que cette politique de rachat d'actifs profite aux économies de la zone euro? Bon, il y a des débats, il y a des travaux sur ces questions-là, mais la synthèse de ces travaux, c'est que en zone euro, les rachats d'actifs massifs ont des effets d'entraînement faibles et inégaux sur nos économies et qu'ils sont aussi un danger potentiel pour la stabilité financière. Ils approfondissent la déconnexion entre l'économie réelle et la sphère financière. Et si vous voulez, ça nous amène finalement à un vrai dilemme pour la Banque centrale européenne aujourd'hui. Parce que, en l'absence d'union budgétaire, elle est obligée de mener cette politique monétaire de rachat d'actifs qui sert à gérer la coexistence de 19 risques souverains, mais qui ne profite pas aux économies de la zone euro et qui pourrait même, à terme, compromettre ses objectifs de stabilité monétaire, de stabilité économique, de stabilité financière, et donc fragiliser son mandat. Et au fond, eh bien, le mandat de la Banque centrale européenne est presque suspendu à la capacité des plans budgétaires des économies de la zone euro à faire remonter l'inflation et à ramener les économies de la zone euro à leur potentiel de production. Or, est-ce que ces plans sont calibrés pour parvenir à cela? Est-ce qu'ils sont suffisamment rapides? Est-ce qu'ils sont suffisamment bien orientés vers l'investissement? Est-ce qu'ils gèrent la crise sanitaire en même temps qu'ils préparent l'avenir? Est-ce qu'ils réparent la fracture sociale? Est-ce qu'ils préviennent la crise climatique? La réponse est non. D'accord? La réponse est clairement non. Ce qui veut dire que ces plans vont assurément devoir être approfondis. Et par rapport à tout ce que vous nous avez dit, tout à l'heure, eh bien, cet approfondissement risque d'être finalement impossible. Or, Christine Lagarde a bien raison de déplorer le manque d'énergie consacré à réfléchir justement à l'affectation de la dépense publique pour que ces plans de relance réussissent. Et en fait, bien affecter la dépense publique, ça veut dire aussi l'affecter surtout à l'investissement, axer davantage sur l'investissement. Bon, est-ce que cela va pouvoir se faire par la dette? D'accord? Est-ce que on va pouvoir investir davantage en augmentant donc toujours plus la dette? Eh bien, non, on ne le pourra pas, en fait, sans s'enfermer dans le dilemme que j'exposais précédemment. Et en fait, on ne le pourra pas sans créer un problème d'insoutenabilité de la dette. Vous nous l'avez exposé tout à l'heure. Alors, profitons du fait que la Banque centrale européenne soit devenue l'une des principales créancières des États de la zone euro avec ses programmes de rachat d'actifs pour installer
un dispositif d'annulation conditionnel à l'investissement public, là où on en a besoin, dans la santé, dans l'éducation, dans la transition écologique, bien sûr. C'est la proposition, d'accord, que nous avons formulée. Alors Christine Lagarde y voit une proposition inenvisageable, contraire à l'article 123 du traité, qui interdit en effet que le système européen de banque centrale apporte une assistance financière aux États. Mais au fond, c'est aussi inenvisageable que l'étaient les achats d'actifs il y a quelques années. Ces achats d'actifs qui sont l'instrument majeur aujourd'hui de la politique monétaire et qui le sont depuis 2015, eh bien, sont déjà d'une certaine manière une forme d'assistance financière aux États. Et d'une certaine manière, ils butent beaucoup, d'accord, sur l'article 123. Et ce sont des opérations que la Banque centrale européenne mène davantage dans l'intérêt des États que dans le sien propre, d'accord ? Car la Banque centrale européenne n'ignore pas en fait que les effets directs de ces rachats d'actifs sont faibles sur les économies de la zone euro et qu'ils sont très mal distribués. Donc je pense qu'elle n'ignore pas du tout en fait le dilemme dans lequel elle se situe. Est-ce qu'il faut s'inquiéter de ce que l'accord politique de haut niveau, qui serait bien entendu requis pour mettre en œuvre un tel dispositif, contreviendrait à l'indépendance de la Banque centrale européenne? Et là encore, soyons lucides. En fait, cette indépendance, elle est aujourd'hui rompue par la gestion de la crise actuelle. La Banque centrale européenne et les États sont de fait interdépendants. J'ai essayé de le souligner précédemment. En fait, les États ont besoin de la Banque centrale européenne pour continuer d'emprunter à taux bas et pour pouvoir faire rouler leurs dettes à taux bas. La Banque centrale européenne, de son côté, eh bien, a besoin des États parce que si les plans de relance échouent, elle n'atteindra aucun de ses objectifs et elle compromettra son mandat. Alors, actons cette interdépendance entre la Banque centrale européenne et les États et amenons-les à un accord gagnant-gagnant. Les États y gagneraient de quoi investir davantage, ils gagneraient de quoi approfondir leur plan de relance, sans quoi, eh bien, nous ne réinstallerons pas nos économies sur, nous n'installerons pas, d'ailleurs, il n'y a pas de nous n'installerons pas nos économies sur une trajectoire de prospérité partagée et respectueuse de la planète. Et réciproquement, eh bien, la Banque centrale européenne contribuerait ainsi plus efficacement à la réussite des plans budgétaires et elle augmenterait ses chances de ne pas rater ses propres objectifs. Et puis progressivement, eh bien, ça relâcherait cette pression qu'elle subit aujourd'hui d'avoir à gérer, d'avoir à surveiller les taux souverains comme le lait sur le feu et au détriment de son mandat. Alors, bien sûr, parallèlement, l'important serait de travailler à l'union budgétaire, parce qu'au fond, le fond du fond, c'est l'absence d'union budgétaire. C'est cette absence d'union budgétaire qui nous plonge dans ce dilemme. On entend que les marchés risquent de mal accueillir cette décision et d'augmenter aussitôt la prime de risque sur les États. Alors, certes, il ne faut pas sous-estimer ni le besoin qu'aurait la Banque centrale de communiquer sur cet abandon de créances dont seraient bénéficiaires tous les pays de la zone euro et pas un ou deux seulement. Ne pas sous-estimer non plus l'irrationalité des marchés ou le caractère performatif de leur jugement, puisque sur les marchés, le plus souvent, le simple fait de craindre quelque chose peut auto-réaliser la crainte. Toutefois, il faut bien comprendre que les investisseurs privés ne seraient en rien touchés par cette annulation. Ce n'est pas les créances des investisseurs privés qui seraient annulées dans cette histoire, ce serait uniquement celles de la Banque centrale. Et le risque de défaut des États ne s'en trouverait absolument pas
augmenter, il serait diminué. Au contraire, ce serait très irrationnel de la part des marchés de réagir à cette annulation en relevant les primes de risque. Et la Banque centrale serait tout à fait en capacité de communiquer, d'accord, pour expliquer cette décision commune, issue d'un accord, pour l'expliquer au marché. Enfin, est-ce que l'euro pourrait souffrir de cette proposition ? Et ce serait bien malheureux tout de même, alors qu'aucun investisseur privé ne serait lésé, que l'investissement public pourrait ainsi augmenter dans la zone euro, que la refondation écologique de nos sociétés serait accélérée et que la Banque centrale européenne se mettrait ainsi davantage au service de l'économie et aurait plus de chances d'atteindre ses propres objectifs. Je pense que la crise de crédibilité et les problèmes pour l'euro, nous allons au-devant de cela si nous poursuivons dans la stratégie actuelle. Alors, et ce sera mon dernier mot, parce que je l'entends souvent, j'entends des mots d'oiseau à propos de ces propositions. J'entends que c'est une idée idiote, que c'est un débat dangereux, que ça met de l'huile sur le feu, que c'est un débat contre-productif. Eh bien, je pense au contraire que ce débat est très utile, que cette proposition d'annulation conditionnelle de la dette détenue par la Banque centrale européenne est très utile, parce que, en fait, c'est un débat qui ouvre des perspectives, c'est un débat qui défait des verrous, qui démonte des tabous. D'abord, il nous interroge fondamentalement sur la dette. Et ce que vous nous avez expliqué précédemment, c'est qu'en fait, on ne pourra pas continuer à l'avenir d'augmenter la dépense publique sans rendre la dette insoutenable. Or, moi, il me semble qu'il nous faut bien davantage de dépenses publiques ciblées vers l'investissement public pour approfondir les plans de relance. Donc ça nous interroge en fait sur la question de savoir si on peut aujourd'hui tout faire avec la dette. Manifestement non. Si l'on veut réaliser ces dépenses, il faudra d'une certaine manière sortir de la dette. C'est un débat aussi qui nous interroge sur les dispositions actuelles du traité et en particulier sur l'absence de financement direct des États par la Banque centrale et sur l'indépendance de la Banque centrale européenne. Je pense que ça nous amène à réfléchir à ces points-là. Ça montre en creux combien nous souffrons de l'absence d'union budgétaire. Et puis, je pense que ça permettra de renforcer la vigilance de tous quant au risque de retour de l'austérité. Et ça invite en fait à libérer la dépense publique de ce qui la bride. Autant les règles budgétaires que l'on s'est imposées jusqu'à la crise sanitaire et qui risquent fort d'être rétablies aussitôt après. En fait, c'est la conclusion que je tire des interventions précédentes. Donc, il faut évidemment prendre garde à cela. Et ce qui peut brider également la dépense publique, c'est la dette de marché, précisément, avec laquelle on la finance. Et par ailleurs, je terminerai sur le fait que ce débat, pourquoi est-il utile ? Parce que c'est précisément un débat qui nous amène à réfléchir à l'incomplétude de la zone euro et à compléter la construction européenne. Donc c'est un débat qui est tout à fait favorable à la refondation de la zone euro. Merci Madame Coupé-Soubeyran. Je vous rassure sur un point, nous sommes ici dans cette commission très ouverts au débat. Voilà. De toute façon, c'est une base des parlementaires, c'est d'ouvrir toutes les portes et d'ouvrir les débats clairement. Alors, je vais, sans surprise, comme je l'avais un peu évoqué au départ, les demandes de prise de parole sont importantes et je vais dire tout de suite que je les ferme parce qu'il y en a suffisamment. Sinon, tout simplement, on est jusqu'à 16h et ça le mériterait d'ailleurs. Mais je ne suis pas sûr que nos invités soient tout à fait d'accord. Et même vous-même. Donc, je ne vais pas, en ce qui me concerne, poser de questions. Je vais donner la parole au rapporteur général et nous allons prendre ces questions. Je vous propose, si vous le voulez bien,
parce qu'il y a un risque dans ce débat, c'est que chacun parte dans sa propre vision des choses. Je vous demande, si possible, de vous inscrire dans le débat tel qu'il a été présenté par nos intervenants et simplement de permettre d'aller plus loin sur des questions qui vous préoccupent plus particulièrement, si vous voulez bien partager cette manière de faire. Et puis j'indique aux 5 intervenants qu'ils auront droit à 2 minutes comme les autres, pour faire quelques réponses sur des sujets qu'ils vont entendre dans les questions, voire pour se répondre entre eux, mais dans un cadrage qui sera très court en finale de cette audition. Donc je passe la parole tout de suite au rapporteur général. Merci Monsieur le Président. Merci à tous nos invités et à nos intervenants. Et je vais m'inscrire dans sa proposition de tenir en 2 minutes. D'abord pour confirmer, comme le Président, le plaisir et la satisfaction que je ressens de laisser l'initiative au débat dans cette maison, au Parlement et plus particulièrement au Sénat. C'est à la fois une habitude, une coutume, mais aussi une envie. Et je pense, au regard des éléments que j'ai entendus et de la présence nombreuse aujourd'hui, que ce débat mérite d'être posé dans le débat public. 3 questions courtes. La première autour des taux d'intérêt, puisque finalement on s'aperçoit qu'en s'endettant à long terme, l'impact de la charge de la dette en fonction des taux d'intérêt peut varier. La France a cette singularité d'avoir, par exemple, par rapport au Royaume-Uni, une maturité de dette 2 fois plus courte. Donc, dans les solutions, ne serait-il pas pertinent d'allonger la maturité de la dette française pour offrir à la France des marges de manœuvre, notamment en cas de durcissement des conditions de financement de notre dette? Deuxième élément, les Allemands, de leur côté, prévoient déjà de réduire fortement leur déficit public dès 2022. Or, dans la crise précédente, la zone euro avait, on peut le dire après coup, fait peut-être l'erreur de chercher à retrouver très rapidement des marges de manœuvre budgétaires, ce qui avait cassé la reprise. Quel serait, à votre avis, le bon timing pour commencer à redresser nos comptes publics? Enfin, il n'a échappé à personne que les règles d'orthodoxie budgétaire européenne ont volé en éclats puisqu'elles sont actuellement suspendues. Néanmoins, il y aura besoin d'un retour à la réalité. Je sais que des réflexions sont en cours pour modifier ces règles. Pouvez-vous nous dire où en sont les négociations et quelles sont, de votre point de vue, les préconisations en la matière? Merci. Merci. Vanina Paoli-Gagin, suivi d'Éric Bocquet. Oui, Monsieur le Président, merci. Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, merci aussi à Mesdames et Messieurs les intervenants du panel sur leurs propos très instructifs sur l'insoutenable ou non légèreté de la dette. Je comprends bien qu'on se place au niveau européen, je comprends bien qu'on se place au niveau macro de la dette publique. Pour moi, il y a quand même un facteur qui est très absent et qui est mis en exergue avec cette crise sanitaire. C'est le paradoxe que jamais nos finances publiques n'ont été aussi contraintes au sein de l'espace économique et monétaire européen, et jamais il n'y a eu d'épargne disponible aussi importante, particulièrement en France. Donc ma question est un petit peu la suivante. Finalement, accroître le flux de richesse, c'est un moyen d'agir sur un des facteurs déterminants de l'endettement. C'est un moyen aussi d'approfondir les plans de relance. Pourquoi ne pas mobiliser cette épargne privée à cet effet ? C'est le seul moyen qu'on puisse avoir avec ces derniers euros d'argent public de faire un effet de levier maximum pour en fait changer la donne et accroître ce flux de richesse. Donc ma question était la suivante: est-ce que vous penseriez pertinent de créer des véhicules spécifiques pour investir l'épargne de demain dans les territoires via des fonds souverains régionaux pour faire effet de levier sur cet argent public et peut-être changer les facteurs intervenant dans les équations qu'on a bien voulu nous présenter? Merci Vanina. Éric Bocquet, puis Didier Rambaud. Oui, merci Monsieur le Président. Une remarque et 2 questions. Moi, je voudrais d'abord saluer l'initiative de la Commission des Finances d'avoir organisé ce débat.
parce qu'on n'a jamais, de mémoire, on n'a jamais débattu de la dette comme un sujet spécifique, alors que c'est un sujet important, même si on sait que l'ombre de la dette publique plane toujours sur nos débats budgétaires, notamment en loi de finances. Et malheur à celui qui déposerait un amendement qui aggraverait la charge publique. On le sait, l'article 40 le dit. Donc très bien d'avoir pris cette initiative. Le débat sur la dette est un sujet politique, hautement politique. Et donc ça permet de sortir un peu des anathèmes sur l'option annulation de la dette détenue par la BCE, qui est une option. Évitons, et je crois que c'est fait ce matin, d'opposer les gens sérieux d'un côté aux dangereux démagogues de l'autre. C'est un sujet qui est sur la table et il va falloir en discuter encore longtemps, je crois. J'aurais deux questions. Première question, je voudrais que mes collègues m'excusent, je l'ai déjà posé dans une autre réunion, mais c'est le décalage saisissant entre l'inquiétude de nos concitoyens par rapport à cette dette. 88% d'entre eux craignent de devoir payer plus d'impôts dans les années qui viennent pour payer cette dette. Et la très grande quiétude des créanciers qui nous prêtent aujourd'hui à taux négatif à court terme, à taux faible, 0,535% sur 50 ans. Donc la confiance est là, M. Requin l'a rappelé. Donc comment expliquer ce décalage assez saisissant? Deuxième question, on a évoqué le cas du Japon, dont la dette publique est à 240%, mais je pense qu'on aurait dû rappeler qu'elle est détenue à 95% par les Japonais eux-mêmes, des particuliers et des institutions japonaises. Est-ce qu'il n'y a pas là une réflexion à mener sur une autre façon de financer les États? Parce que je crois qu'au-delà du sujet de la dette et de sa soutenabilité, c'est la question du financement des États qui se pose. Parce que moi, je préférerais être dépendant d'une banque centrale que sous tutelle des marchés financiers privés. Merci. Merci beaucoup, Éric, et merci pour la concision du propos. Didier Rambaud qui va suivre sur le même principe. Il me semble-t-il, comme d'habitude, cher Président, donc 3 questions concises. Effectivement, en écoutant nos 5 intervenants ce matin, je constate qu'il y a plutôt un consensus sur le fait qu'aujourd'hui, la dette est soutenable. Par contre, moi, ce qui m'intéresse maintenant, c'est de savoir dans quelle mesure peut-on poursuivre cet endettement parce qu'on sait qu'on va avoir besoin dans les prochains mois d'accompagner, de soutenir la reprise de l'économie. Deuxième question qui concerne l'effacement des dettes. C'est dans le débat public. J'ai bien entendu les 2 positions radicalement différentes entre Mme Souvéran et Olivier Blanchard. Et donc ma question c'est de savoir est-ce qu'on peut quand même revenir à une situation initiale pré-Covid? Est-ce qu'un effacement partiel des dettes présenterait-il les mêmes conséquences qu'un effacement général, et y compris si cela s'applique pour tous les pays? Et enfin, ma dernière question, qui rejoint un peu celle du rapporteur général, concernant le Maastricht. Bon, moi, je suis rentré dans la vie publique marqué par cet environnement de Maastricht. Je crois même d'ailleurs que j'ai voté pour la première fois pour le référendum sur le traité de Maastricht. C'est clair qu'aujourd'hui, les critères ont explosé. Donc, la question toute simple, faut-il vraiment, maintenant c'est le moment, est-ce que c'est le moment pour faire évoluer ces règles budgétaires, le traité de Maastricht et toutes ses conséquences? Merci, Président. Merci, Didier. Jérôme Bascher. Puis Sophie Tallier-Polian par la suite. Merci, Monsieur le Président. Je ne sais pas si la dette est soutenable. En tout cas, elle est soutenue en ce moment, que ce soit par son augmentation, que ce soit par le fait que les investisseurs nous fassent confiance. J'ai juste une question qui va se décliner en 2 choses. C'est la dette dite Covid. Et là, je pose la question clairement à la directrice du budget. Comment allez-vous estimer la dette Covid ? Ou Olivier Blanchard ou François Hiccal ou Mme Souvéran pourraient y répondre, parce que je pense qu'il va y avoir autant d'évaluation de la dette Covid qu'il y aura de brillants économistes. Et cette question amène une dernière question pour le directeur de l'agence France Trésor. Est-ce que, une fois qu'on a estimé cette dette Covid, il faut la cantonner? Merci Jérôme Bascher. Sophie Tallier-Polian, puis Michel Canvet. Merci, Monsieur le Président. Merci aux intervenants et à la Commission, effectivement, d'avoir organisé ce débat extrêmement important et qui devra évidemment avoir d'autres temps, parce que c'est un débat très important à l'avenir. Alors, ce qu'on note, effectivement, c'est que tous les intervenants semblent assez d'accord pour se dire que la soutenabilité, aujourd'hui, est présente et qu'elle s'appuie sur un certain nombre de choses, notamment sur la confiance des marchés. La confiance des marchés... Et on l'a beaucoup parlé de ça, on entend confiance, sentiment, crédibilité. La question que je me pose, c'est
La soutenabilité financière semble assurée aujourd'hui, mais quelle soutenabilité démocratique, quelle soutenabilité écologique aujourd'hui et surtout demain? Soutenabilité démocratique, on voit quand même aujourd'hui une situation avec une aggravation extrême des inégalités qui pousse à une conflictualité sociale extrêmement importante. On sait que les marchés financiers qui nous financent sont aussi attentifs à la situation sociale en ce qu'elle peut impacter la nature démocratique des pays. Et aujourd'hui, on peut s'interroger sur cette capacité à soutenir démocratiquement cette dette si on continue à avoir un gouvernement qui souhaite maintenir absolument les taux d'imposition avec une injustice fiscale majeure et continue à fragiliser, hors cette parenthèse des plans de relance et de la crise Covid, parce que tout cela est, y compris au niveau budgétaire, bien construit comme une parenthèse. Si on continue là-dessus, quelle soutenabilité démocratique? Et quelle soutenabilité, évidemment, également écologique? J'entends beaucoup parler des critères qui sont aujourd'hui ceux retenus pour faire que les marchés accordent ou non la confiance. On parle de dette sur PIB, on parle de croissance. Quels sont les critères de demain face à la crise écologique majeure dont peut-être en réalité nous traversons une première phase? Quels sont ces critères? Comment faire pour construire une véritable mesure de la dette climatique que nous accumulons encore aujourd'hui et que nous avons accumulée au cours de ces dizaines de dernières années? Je crois que c'est une question majeure. Si on ne veut pas effectivement être en situation demain d'être confronté, d'être totalement balayé dans nos conceptions par une situation que nous n'aurions pas anticipée. Et je pense que la question de la construction, y compris au niveau du budget français, du budget vert, mais comment est-ce qu'on peut aller au-delà pour quantifier à la fois les montants nécessaires pour préserver nos écosystèmes, pour préserver la biodiversité et pour évidemment aborder la transition écologique, sont des questions éminemment importantes, car à mon sens, ce sont les critères de demain pour toute soutenabilité de l'action publique. Merci Sophie. Michel Canvet, suivi de Vincent Capo-Canella. Ce débat est important et nécessaire, effectivement, parce qu'il préoccupe beaucoup nos concitoyens. Et il est donc important qu'on le mène. Alors, il y a plusieurs façons d'approcher les choses. On évoque souvent... Parlez près du micro pour au moins nos auditeurs en ligne. Le rapport entre l'encours de dette publique et le PIB. Est-ce qu'il ne faudrait pas y rajouter la dette des entreprises qui s'élève à 1888,4 milliards d'euros fin 2020 pour bien apprécier l'évolution des choses réellement? Alors, le rapporteur général tout à l'heure a évoqué effectivement l'allongement de la dette quand on voit que l'appel à des obligations mené en janvier a permis d'avoir des offres supérieures à 10 fois le montant souscrit par la France, à un taux de 0,56. Est-ce qu'il ne faudrait pas effectivement prévoir cet allongement de la maturité de la dette qui permette de stabiliser et de sécuriser les choses au niveau de l'évolution par rapport au taux d'intérêt? Est-ce que c'est le niveau très bas, voire négatif des taux d'intérêt aujourd'hui qui constitue un élément de frein par rapport à tout cela? Ça a été dit aussi dans le débat, la confiance est quelque chose d'absolument essentiel. Et c'est vrai que depuis l'affaire des assignats, voilà 2 siècles, la France a toujours honoré sa dette. Est-ce qu'on pourra le faire? C'est une vraie question. Alors, on voit que les taux d'intérêt sont en train de remonter, en particulier aux États-Unis, puisqu'ils étaient à 1,15 hier. Est-ce qu'en Europe, ça ne va pas suivre la même chose, le même effet? Il faut se poser cette question. Puis je voudrais terminer en demandant si, puisque Mme Coupet-Soubeyran a évoqué l'importance des investissements dits productifs pour produire de la richesse, est-ce que le plan de relance tel qu'il a été conçu aujourd'hui vous semble répondre à ces enjeux importants, à la fois de transition écologique, comme cela a été évoqué à l'instant, mais de production de la richesse pour assurer l'avenir de notre pays? Merci Michel. Vincent Capo-Canella, suivi de Christine Lavarde. Merci Président, merci aux différents intervenants. On a eu plusieurs réponses, c'était un peu polyphonique, à la question de la soutenabilité de la dette. Je voudrais juste poser le problème un petit peu différemment en disant, est-ce qu'on a une évaluation de la limite
à partir de laquelle, effectivement, là, tous les voyants sont au rouge et on arrive à un risque, parce qu'on sait bien que c'est une rigidité, on ne sait pas quand est-ce qu'elle se déclenchera, donc la question peut-être de l'évaluation, tant qu'on peut le faire, avec des indices de la limite, me paraît être une façon peut-être un peu réductrice de poser le débat, mais ça me paraît plus simple et plus cohérent peut-être. Bon. Deuxième chose, vous nous avez... les uns et les autres évoquer la stratégie de décrue de la dette en nous disant, et d'ailleurs vous êtes convergents avec ce que nous a dit ici le gouverneur de la Banque de France, qu'il fallait stabiliser la dépense primaire, augmenter le revenu primaire. Donc ok, là-dessus on peut converger, mais c'est vrai, je crois que l'un de vous l'a dit tout à l'heure, en période de pandémie, et si ça dure, la perspective paraît quand même encore plus aiguë. Donc comment vous voyez cette décrue de la dette dans ce contexte-là, qui paraît qu'elle nous affectait durablement. Troisième point, il y a le débat évidemment sur le remboursement, donc celui qui gère le placement de la dette a eu un point de vue très clair sur le sujet, mais Madame Couppé-Soubeyran nous ouvre des perspectives, semble-t-il, partielles d'annulation via la BCE. Comment vous réagissez par rapport à ça, parce que c'est quand même une perspective qu'il faut, me semble-t-il, regarder. Merci Vincent. Christine Lavarde, puis Vincent Segouin. Oui, merci Monsieur le Président. Alors j'ai sous les yeux un document qui a été présenté par l'agence France Trésor à la fin du mois de septembre, lorsqu'elle discutait avec les investisseurs dans la dette française. Et page 33 de ce document figure un tableau de ressources de financement avec une ligne qui s'appelle « Ressources affectées à la caisse de la dette publique et consacrée au désendettement ». Cette même ligne, il m'a été complètement impossible de la retrouver dans les documents budgétaires et notamment le bleu engagement financier de l'État. Pour autant, elle est revenue dans les tableaux d'équilibre qui ont été présentés par le gouvernement au moment du vote final, enfin du vote du PLF. Donc j'aimerais savoir ce qui se cache derrière cette ligne. Est-ce qu'effectivement, comme l'a indiqué Jérôme Bascher, en fait on prépare le cantonnement de la dette Covid? Merci Christine. Vincent Segouin, puis Patrice Joly. Merci Monsieur le Président. La semaine dernière, nous avons reçu le ministre Monsieur Le Maire, à qui j'ai posé une question que je vais reformuler et j'attends toujours la réponse de sa part, mais j'ai bon espoir de la trouver ce matin. Voilà, en 2019, on avait une croissance de 1,3% et on n'était pas en équilibre budgétaire puisqu'on avait recours à la dette pour payer ce déséquilibre. Et je comprends vos analyses qui disent que la stabilisation de la dette, elle n'existe pas et elle n'existera pas tant qu'on n'aura pas une croissance supérieure à ce niveau. Donc, ma question que j'avais posée au ministre, c'est lorsqu'on aura retrouvé notre rythme de croisière de 2019, est-ce que par le plan de relance, on table sur une croissance qui sera de 3% et durable dans le temps? Voilà, ça c'était ma première question. La seconde... On parle donc des diminutions des charges de l'État, mais je vois que c'est un sujet très complexe sur lequel on n'apporte aucune réponse. Donc j'imagine qu'on va continuer de faire de la levée de l'impôt. Au niveau où nous en sommes arrivés, quelles sont les pistes qui sont exploitables au niveau des levées de l'impôt? Je pense que vous avez une vision peut-être sur le capital des Français. J'aimerais avoir de l'information sur ce sujet-là. Et enfin, j'ai lu l'article des 100 économistes sur l'annulation de la dette. Ma question est simple, c'est est-ce que, au travers de l'histoire, ils ont vu à chaque fois que l'État français a eu recours à l'annulation de la dette, des conséquences derrière? Merci. Patrice Joly, et puis nous aurons deux intervenants en ligne, Vincent Eblé, puis Victorin Lurel. Très bien, merci Monsieur le Président. Si j'ai bien compris les propos qui ont été tenus, il n'y a pas de problème de soutenabilité de la dette. Donc les débats à ce sujet sont avant tout idéologiques sur la place de l'État et de l'intervention publique dans notre société. La question est importante parce que nous sommes non seulement confrontés à cette crise sanitaire, à ce besoin de relance, mais surtout à la crise climatique qui est devant nous. Et donc je voudrais savoir effectivement si mon constat, mon analyse est bonne par rapport à ce que j'ai entendu.
Sur les modalités d'appréciation de la dette, on évoque différents ratios, notamment celui des charges de la dette, du remboursement en rapport avec le prélèvement public, avec les ressources de l'État. C'est une approche qui est macro et ça nous renvoie à la question de l'acceptabilité du prélèvement et de l'impôt d'une manière plus générale, et ça renvoie à la question de la justice fiscale et à la question de la répartition de cette charge. Je n'en ai pas entendu parler, ça me paraît essentiel aussi pour pouvoir mesurer cette capacité à rembourser, cette soutenabilité.